faut bien que j'affronte les choses. Et je ne veux pas être sur mon canapé en mode déprime. C'est pas moi, ça n'a jamais été moi et ça ne sera pas moi. Il y a des coups bas, il y a des fois j'ai pas le moral. Après moi il y a un autre truc qui est difficile je trouve à accepter. Quand j'allais me promener en ville, en vivant seule, en étant célibataire, j'allais me promener. Je veux dire j'allais au centre-ville, j'étais toute seule, pas de problème là-dessus. Maintenant je vais au centre-ville, je suis aussi toute seule. Mais j'ai la canne blanche. Mais là, en fait, les gens se poussent. Alors, c'est un soulagement pour moi, parce que j'ai pas à me poser des millions de questions. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais, je suis une paria. En fait, j'ai envie de vivre maintenant. J'ai envie de vivre. Tu veux plus travailler là pour le moment parce que... C'est pas que j'ai plus envie, mais en fait, j'étais... Tu as beaucoup bossé. J'ai beaucoup trop bossé. Ouais. Il fut une période de ma vie où j'étais une carriériste. Ouais. À un moment donné, j'ai voulu lever le pied, sauf que malheureusement, ma réputation m'a rattrapée. Je me dis, ouais, ma cocotte, voilà, t'as 42 ans, à tes 42 ans, on t'annonce que tu deviens aveugle. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Stop, on nous en met plein la tête, n'écoutez pas ça. Faites ce que vous avez envie de faire. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Prenez le côté positif de la maladie. Malheureusement, il faut le prendre comme ça. Prenez le côté positif de la maladie. Il y a des choses que ça va vous permettre d'accéder que vous ne pouviez pas avant. Et moi, c'est ça que je me dis. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue pour la première vidéo de 2021 de Partage Positif. Partage Positif, c'est une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de Dévélancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur Dévélancez-vous ou une vidéo sur Dévélancez-vous. Alors, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dévélancez-vous.com et je serai ravi de vous accueillir. Est-ce que si on attrape le Covid-19, on peut perdre la vue? Honnêtement, j'y croyais pas jusqu'à ce que je rencontre une personne qui est la preuve que scientifiquement, c'est possible. Il s'agit de la ravissante Sandrine Georg, une jeune femme au parcours professionnel remarquable qui a perdu la vue après avoir contracté la maladie du Covid-19. En moins de 3 mois, la vie de Sandrine a pris une autre dimension. Arrêt maladie, perte de boulot, canne blanche, dossier MDPH, basse vision, aide technique, la totale. Cette situation aurait pu faire en sorte que Sandrine passe le temps à déprimer, s'enfermer et pleurer sur son sort. C'est mal la connaître. Comme elle se décrit elle-même, c'est une personne qui fonctionne à 2000 volts. Cette situation l'a baissée à 1000 volts. Mais elle est en train de faire tout pour attraper ces 2000 volts. Avec sa force de caractère, Sandrine a décidé de ne pas se laisser abattre, de faire front à la maladie et de profiter de la vie, de s'émanciper, de faire ce qu'elle a envie de faire. Le témoignage de Sandrine est un parcours incroyable, motivant et renversant. Sandrine nous prouve ici que le handicap visuel est un problème, mais ne doit pas être une difficulté. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Vous aussi, partagez, commentez. Je vous informe également que vous pouvez retrouver cette interview sur notre chaîne Telegram. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne Telegram. La description se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir dans ton magnifique appartement, très cosy. Nous sommes aujourd'hui à Nancy. Dans le respect des règles sanitaires, c'est pour ça que nous avons pris nos
nos distances pour l'interview. Comment tu vas? Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux que ce que je n'ai été il y a quelques temps. Beaucoup, beaucoup mieux. Et je suis très heureux de te rencontrer parce que j'ai un peu appris ton histoire, à la fois touchante et très motivante. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, Succinctement. Je m'appelle Sandrine Georg, donc j'habite à Nancy, j'ai 42 ans et je vis seule avec mon petit chat. Voilà. Il s'appelle comment le chat? Moumous. Très recherché. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu faisais ou que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je faisais? On va plutôt dire qu'est-ce que tu faisais. Oui, parce que je suis en arrêt maladie. Donc je travaillais dans l'automobile. Ça faisait 5 ans que je travaillais dans l'automobile. Et auparavant, j'ai travaillé dans d'autres domaines comme la publicité, comme du chauffage collectif, etc. J'ai un poste de secrétaire administrative et commerciale. Donc avec beaucoup de tâches administratives, beaucoup de relationnel client, d'accueil client, puisque quand je travaillais dans l'automobile, je faisais ce qu'on appelle les portes ouvertes, d'accueil client, essayage des voitures, etc. Relationnel client et en même temps être à ce qu'on appelle dans l'arrière-boutique, l'arrière-plan de l'automobile que généralement on ne voit pas. On est en tailleur, talon aiguille, et on est en même temps face aux clients et on va avec les mécanos dans la graisse en fait. Hein. C'est ce côté en fait que j'aimais en fait, très cosy et de l'autre côté on est avec les gars comme on dit qui ont les mains dans le cambouis. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'automobile ou très peu? Il y en a très peu. Ouais. Il y en a très peu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans le domaine de l'automobile, je n'ai pas été que dans le domaine après-vente. D'accord. Moi, j'ai commencé dans ce qu'on appelle secrétaire véhicule d'occasion, véhicule neuf, où je commandais des voitures, je m'occupais de faire les cartes grises, etc. En fait, j'ai touché dans l'automobile à exactement tous les domaines d'activité. Oui. Donc il y a forcément une secrétaire à chaque fois. C'est beaucoup plus d'hommes, c'est un milieu très très masculin. D'ailleurs, rien que ce qu'on appelle dans la boutique au niveau mécano, moi dans ma concession, il y avait quoi, une quinzaine de gars. Hein. Et puis il y a une fille. Il y a une fille qui est là. Et puis voilà quoi. Faut avoir quand même un caractère. Faut avoir du caractère. Ouais, pour être oui, en fait, faut avoir une main de fer dans un gant de velours. Parce que quand on arrive, qu'on est une femme, je fais 1m63, je suis une petite blondinette, on se dit mais elle me veut quoi elle? Oui, mais il m'est arrivé, mais moi vous je vous parle pas, vous êtes une femme hein. Ok, bon bah écoute, mais sauf que t'as pas le choix, c'est avec moi. Une fois qu'ils ont compris que ça va marcher, qu'on n'est pas là pour qu'on travaille en collaboration, après ça roule. Hein. Ce qui m'a attiré, c'est une date qui va rester marquée dans ta vie, c'est le 15 mars 2020. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tournant dans ma vie. Je me souviens parfaitement, on était en porte ouverte. Oui. Et c'est là où on commence à nous annoncer les mesures gouvernementales, comme quoi on allait être confinés. D'accord. C'était le samedi. Et moi, je commençais à pas être bien. Le dimanche, on ferme la concession, donc pas de porte ouverte. Le lundi matin, mon employeur m'appelle en me disant « Sandrine, vous pouvez tout finaliser, donc tout ce qui était compte, etc. » Chose qui m'arrive jamais. Je suis arrivée, j'étais pas coiffée, j'étais pas maquillée. J'arrive quand même à 9h. Oh, j'étais pas bien. Je suis restée quand même. J'ai dit j'y vais. Je suis arrivée chez moi le coup de 16h. Et là, fièvre, etc. Et là, je commence à vraiment pas être bien. On m'envoie un message sur les coups de 21h pour me demander de retourner au travail le lendemain matin. Et là, je dis je peux pas. Je suis pas bien. Donc là, commence à s'enchaîner tout. Je sens un peu d'émotion quand tu parles. Ouais. Tu veux te reposer un petit peu? Non, ça va. Ça va, d'accord. Et là, je commence à sentir les grosses fièvres, etc. Et là, je me suis dit, non, ça va pas m'arriver, c'est pas ça. Et là, je commence à regarder un petit peu tous les symptômes sur Internet. Alors, j'appelle ma mère, je lui dis, je crois que j'ai le Covid. Elle me dit, va chez le médecin. Sauf que moi, j'avais pas de médecin à titrer, pardon. Parce que moi, je venais d'emménager sur Nancy. Donc, j'avais pas été voir le médecin, j'avais personne. Je commence à appeler des contacts autour de moi. J'arrive à en trouver un qui, en plus, veuille bien me prendre. Et là, on me dit, ouais, vous avez le Covid. Ouais. Vous avez le Covid. Et je fais partie de ce qu'on appelle des Covid longs. C'est-à-dire que j'ai toujours encore beaucoup de séquelles, beaucoup d'effets secondaires, avec des choses qu'on ne sait pas encore, où je dois encore passer des examens au mois de février, que je ne sais pas ce qui m'attend.
Cette période a été aussi particulière parce que il est arrivé, il y a un problème visuel. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime lire. Ouais. Je pouvais prendre un livre et toute une après-midi lire. Et là, d'un seul coup, je commence à avoir un voile au niveau de l'œil gauche, mais vraiment qui me gênait pour lire. Alors je m'amusais, entre guillemets, à faire ce que j'appelle l'autofocus. Je prenais mon livre et je fermais un œil, je mettais l'autre. Puis je me dis, non, il y a un problème, il y a un problème. Et puis j'en parle à mon médecin traitant, puisque tous les 15 jours j'étais chez mon médecin traitant. Je lui dis, écoutez, ça va pas, et je lui parle. Elle me dit, mais ça arrivait d'un seul coup. Je dis, oui, ça arrivait d'un seul coup. Je veux dire, c'était pas progressif, ça arrivait vraiment d'un seul coup. Donc j'arrive à avoir un rendez-vous médical, parce que je n'arrive pas à trouver d'ophtalmo, pardon. Je réussis à avoir un rendez-vous donc à l'hôpital le 15 juillet 2020. J'explique mon espèce de voile et on me demande est-ce qu'il y a une pathologie dans la famille de maladies. Alors je dis bah oui, j'ai mon père qui a une rétinite pigmentaire. Et puis là, la personne que j'ai me fait lire les fameuses lettres, et puis elle me dit mais plus vite. Et là moi je commence un peu à m'énerver, je dis mais j'aimerais bien aller plus vite, mais je les vois pas les lettres. Je passe 3-4 examens, je ne sais pas ce qui m'attend. Et là on me dit vous avez une rétinite pigmentaire qui est très avancée. Votre champ visuel est tellement rétréci que c'est terminé, vous pouvez plus conduire. Et là ça a été la douche froide. Parce qu'en fait tout vient d'un seul coup en fait en tête, puisque je vois en fait mon papa, ses difficultés, et tout arrive en tête, d'un seul coup. Je me revois, et en fait, il y a les larmes qui coulent. Ouais. Et il y a les infirmières qui viennent me disent « Ça va, madame ?»« Ouais, super, je vais très bien, là. » Ben voilà, maintenant, dossier MDPH, dossier handicapé, vous revenez telle date, on va refaire l'examen officiel pour le dossier MDPH. Et en fait, c'est là que tout s'enchaîne, en fait. J'étais venue à l'hôpital avec ma voiture. Je me suis pas posé de questions, parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'était ce fichu voile que je ne comprenais pas. Et là, je commence à appeler des amis pour dire, ramenez-moi chez moi, prenez ma voiture. Donc, il fallait que je trouve 2 conducteurs en même temps. Et là, je me souviens, mes amis sont arrivés. Et je crois qu'ils n'ont pas appréhendé ce que je disais. Parce qu'ils m'ont dit, ça va. Et là, je commence à m'effondrer dans la rue et à dire, je vais devenir aveugle. Je sors ça comme ça. Mais là, ils ont pas appréhendé. Ils se sont dit, je pense qu'ils ne sont pas rendus compte, mais même moi, j'ai balancé ça comme ça. Alors ça, je sais plus si c'est moi qui ai appelé ma mère, ou si c'est ma mère qui m'appelait, je me souviens plus. Et là, je lui ai dit, j'ai une rétine pigmentaire, je peux plus conduire. Je lui ai balancé ça comme ça. Le soir, elle m'envoie un message, elle me fait ça va. Je lui dis, j'ai pas envie de parler, j'ai mal à la tête. Et en fait, on m'a fichu la paix. Quand je suis rentrée chez moi après l'examen, en fait, la première chose que j'ai regardée, c'est mon dressing. Et là, je me suis dit, comment je vais faire avec mes vêtements? Parce que je suis très féminine. Je me suis dit, comment je vais faire pour mes vêtements, les couleurs, laver mes vêtements, tout ça. En fait, je voyais mon père, comment il était embêté. Donc, je me suis projetée, peut-être un peu trop, mais je me suis projetée. Et là, je me suis dit, faut que je me calme, mais là, il faut que je dorme. Et j'ai passé mon après-midi à dormir. Je me souviens, mon petit chat est venu contre moi. Mais je me suis dit, faut que je dorme. Voilà. Waouh. Quelle histoire. Tu vois, t'as encore beaucoup d'émotions. Un peu, ouais. Un peu. Ouais, ça se comprend. En fait, ce qui est le plus dur après, je sais pas si je l'ai encaissé ou pas. Je sais pas. C'est vrai que je craque pas. Moi, tout de suite, moi j'ai commencé à faire toutes les démarches, donc c'est-à-dire MDPH, tous les dossiers, sauf que là, je me bats en ce moment avec l'administration. En fait, ça veut dire que tu étais une porteuse saine. Oui. Voilà. Donc, la maladie était là, le gène il était là, mais il n'était pas déclenché parce que le Covid a déclenché. Le Covid a déclenché. Parce que le Covid, en fait, il s'attaque à tous les points faibles du corps. Une des pathologies que j'avais, c'était la rétinite pigmentaire, chose qui était déjà dans mon corps, donc il s'est attaqué à ça. Tu as la rétinite pigmentaire, tu apprends que tu as cette maladie. Est-ce que tu n'as pas eu un petit moment de soulagement en te disant mon père là, peut-être, je peux l'accepter facilement, ou tu as eu... comment ça s'est passé? Alors, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Quand mon père, on lui a annoncé la maladie, il avait 40 ans. Moi, j'avais, à l'époque, j'avais 16 ans.
Je me souviens d'une fois, mon père était donc dans un centre à Paris pour lui apprendre à utiliser le peu de vue qui lui restait. Une fois, je rentre du lycée alors que je n'aurais jamais dû rentrer. Et je me revois encore rentrer dans l'entrée, poser mon sac d'école, ma mère en pleurs et qui me tend le téléphone. Et j'avais mon père au téléphone qui pleurait, je vais me barrer de là-dedans, etc. Mon père n'acceptait pas la maladie. Ouais. Et en fait, moi, ce sont des choses qui m'ont marquée. Parce que je me souviens avoir disputé mon père comme un enfant de 4 ans. Ce qui, à la base, n'était pas mon rôle. Oui. Et quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, bah moi, je veux pas ça. En plus, donc, mon père étant malade, ma mère ayant aussi le cancer, je me suis dit, je ne vais pas être une source supplémentaire d'embêtement. Et t'as fait front. Et j'ai fait front. Je ne veux pas être comme mon père, à être, il va râler, des fois un peu trop dépendante, je trouve, de ma mère. Dépendante de quelqu'un. Sachant que je vis seule. Ouais. Donc, de toute manière, il faut bien que j'affronte les choses. Et je ne veux pas être sur mon canapé en mode déprime. C'est pas moi, ça n'a jamais été moi, et ça ne sera pas moi. Il y a des coups bas, il y a des fois, j'ai pas le moral. Je m'enferme 1 heure, 2 heures, fichez-moi la paix, je mets de la musique, je joue de la musique, je fais un truc, et basta. Aujourd'hui, tu es dans le monde des monstres. Oui, on peut le dire. Le monde des monstres, des malvoyants, des non-voyants, oui. des déficients visuels. C'est un monde... Ouais. Je peux comprendre le sentiment que tu vis. Bon, je peux comprendre sans le comprendre forcément, parce que moi, j'ai perdu la vue très tôt. J'avais 10 ans. Hein, donc après, le premier œil, le deuxième œil à 14 ans. Donc j'ai eu le temps, en grandissant, à apprendre à vivre avec ma maladie. Donc c'est différent de toi qui as eu le temps de faire ta vie. Le temps de connaître des choses, de conduire, de voyager, de courir, de faire tout seul. Et maintenant, tu es obligé de faire des choses, la même chose, mais différemment. Ce monde de déficients visuels que tu découvres, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as essayé de t'approcher de certaines associations? Comment tu trouves ce milieu? De toute manière, j'ai regardé des vidéos que tu as faites, et c'est là où je me suis reconnue, où je dis, oui, c'est vrai, il faut aller voir des associations. C'est pour moi indispensable. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi au début on m'a dit n'y va pas, n'y va pas. On m'a fait beaucoup de rétention. D'accord. Sur beaucoup de choses. Bon, n'y va pas, faut faire ci, faut te laisser pousser les cheveux parce que bientôt tu arriveras plus à te coiffer, tu vas plus te maquiller, tu vas plus faire ceci. On m'a fait un tel truc, j'ai mis des 40 paires de chaussures, je les ai pas achetées, elles sont à ma cave. J'en remettrai certaines une paire. Tu vas pouvoir plus mettre de chaussures à talons, faut que tu changes ci, faut que tu changes ça. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Stop, fichez-moi la paix, c'est moi qui vais décider. Et c'est là où j'ai commencé à intégrer 2 associations. À Nancy? Sur Nancy, avec des gens que tu connais. Et là, j'ai commencé à pouvoir me dire, mais en fait, j'arrive à bouger. J'ai commencé à prendre le tram, prendre le bus toute seule. Chose que je faisais pas, parce que moi je faisais quoi? Je prenais ma voiture. Tu t'en cannes? Comment tu faisais? Alors, c'est moi qui ai décidé de prendre la canne blanche. D'accord. Quel a été le premier sentiment, le regard de tes parents quand ils t'ont vu à la canne blanche et de tes amis? Comment t'en parlent tes parents? Je sais pas. Tu sais pas, ils t'ont pas... Je sais pas. En fait, on n'en parle pas avec mes parents. C'est tabou, en fait, actuellement. Je sais pas si c'est tabou. Mais on n'en parle pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai dit, moi, il me faut la canne blanche, je me suis heurtée à un mur. À mon papa. Mais tu vas trop vite, blablabla. Et là, à un moment donné, j'ai dit, flûte, c'est pas toi qui décides, c'est moi. Je sais pas si c'est un bien ou pas. On n'en parle pas. Il y a une chose, par contre, qui a énormément changé. C'est le relationnel que j'ai avec mon père. Mon père, en fait... Je dis pas qu'on était chien et chat, mais j'ai l'impression que du coup... Ça vous a rapproché? Ouais, comme si on pouvait se comprendre en fait. Vous comprenez entre aveugles? En gros, c'est ça. Parce que là où ça m'a fait drôle aussi, je me souviens, il arrive, je prépare ma valise pour repartir chez moi et tout, et il me dit, tiens, je te donne une canne blanche, je m'en sers pas. Ça a été dur. Parce que je savais qu'il m'en fallait une, mais le savoir et l'avoir dans la main, waouh, ça a été dur. J'ai réussi, grâce à lui, à trouver une association
de Metz avec une ergothérapeute, c'est l'association des chiens guides, et une ergothérapeute qui est venue à la maison, qui m'a appris la canne blanche. Et à un moment donné, je me suis quand même posé la question, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment besoin? Et elle m'a dit, oui, vous avez besoin. Et elle me dit, là maintenant, en plus, ce qu'il faut faire travailler, c'est vos oreilles. Et en fait, ça m'a un petit peu réconfortée dans le sens où je me suis dit, oui, j'ai un réel problème, je ne suis pas en train de me faire devenir aveugle, les choses, elles sont là, elles sont actées. T'as pas eu peur du regard de l'autre? Alors, j'ai eu peur du regard par rapport à mes parents. Je me souviens qu'un week-end, je suis allée chez eux, donc j'avais la canne blanche. J'ai pas voulu l'utiliser avec ma mère. Je suis restée 10 minutes dans le magasin. Enfin, je m'étais tellement habituée, on va dire, à l'extérieur de l'utiliser, que là, le fait d'avoir du monde, etc., c'était trop compliqué. Et là j'ai dit stop. Et là, quand on est revenu dans la voiture, je lui dis, ouais, non, là, il faut que je la prenne, quoi. Mais c'était plus pour les protéger eux que moi, en fait. Là, un coup, c'était le plus dur. Deux coups, c'était dur. Donc, quand on m'a annoncé pour ma maladie 15 juillet, je devais aller chez mes parents le week-end là. Mais moi, j'étais pas prête psychologiquement à me dire je prends le bus pour aller chez mes parents, etc. J'ai pris ma voiture. Mais j'avais peur, parce que je savais que mon champ visuel était rétréci. Que s'il m'arrivait quelque chose, voilà. Ou s'il arrivait que tu fasses un accident, tu écrases un enfant. C'est ça. Donc ça, j'avais fait attention au niveau des horaires, etc. J'étais repartie le dimanche. Et là, je me souviens, sur le retour, j'ai pleuré tout le retour. Je me suis dit, c'est la dernière fois que tu conduis ta voiture. C'est terminé. Elle est là, elle est au garage, là? Non, elle est devant chez moi. Devant chez toi? Elle est devant chez moi. Et tu la vois souvent? Dès que je voulais voler, je la vois. J'ai hâte qu'elle parte, entre guillemets. Elle doit partir au mois de mars. Ça va être dur. Mais c'est le dernier truc que je dois faire. C'est comme ça. C'est la vie. C'est pour ça aussi que je me dis, il faut pas que je craque, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, on avance, et puis c'est tout. Et le regard de tes amis, alors, quand ils t'ont vu avec la canne blanche Alors, tout le monde m'a pas vu. Certaines personnes le savent. Certaines personnes m'ont vu, parce qu'on communique beaucoup sur Zoom, m'ont vu au fur et à mesure avec des lunettes. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas où j'en suis, qu'ils ne savent pas. D'accord. J'ai des amis qui m'ont croisée dans la rue en disant « Oh, Sandrine, on t'a vu avec ta canne blanche. Waouh, ça fait drôle. » J'ai trouvé une vidéo la semaine dernière sur YouTube que j'ai partagée à certains de mes amis, parce que expliquer comment moi je vois au point de vue tubulaire est une chose, le vivre en est une autre. Et en fait, cette vidéo qui dure 3 minutes, elle est juste parfaite, parce qu'en plus, c'est exactement comment moi je vois. Et elle est très bien faite parce que au début, on voit comment on voit, on va dire, un voyant, et on voit comment moi je vois.